Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre rendez-vous désormais hebdomadaire. Les funérailles des tabous, vous savez ce que c'est. Ici, on prend le pari de l'intelligence et non pas le pari de l'émotion. Ici, nous ne jurons que par la Renaissance au service de l'excellence. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain, formateur en maîtrise du langage soutenu. Je suis là pour vous éblouir, évidemment, en tant que dandy, mais surtout pour vous servir vos neurones. Je ne serai pas tout seul, Dieu merci. Je suis très bien entouré, très bien entouré. Je vais laisser le soin à mes camarades, à mes collègues, à mes frères d'armes de pensée de se présenter avant qu'on aborde ensemble un autre tabou. Loïc Monloué, un plaisir de tous vous retrouver. Conseiller en gestion de patrimoine, je fais des vidéos aussi sur les réseaux sociaux concernant l'éducation financière. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon Instagram. Et je suis aussi comédien, parce qu'à la base, j'étais comédien avant de l'être. Donc voilà, je vous laisse la main. Merci. Je t'en prie. Bon, je suis déjà très honoré d'avoir été invité à cette émission. Vous l'avez si bien dit, Prince Bamileke. Moi, je suis Jean Amougou, Prince Betty du Cameroun. Nous venons du même pays. Alors, je suis avocat, docteur en droit, enseignant et ancien footballeur. Donc, s'il faut se présenter, ça va prendre toute une émission. Donc, voilà qui je suis. Et puis, voilà, je suis honoré d'être là ce soir avec vous. Beko Tabula, avocat, modeste orateur, gilet jaune de la pensée et aventurier à ses heures perdues. Très bien. Bon, après cette petite introduction dynamique, rentrons dans le vif du sujet. Un tabou qui ne dit pas son nom, un tabou qui défigure l'émancipation de bon nombre d'entre nous, à commencer par nos enfants. La langue française, parler français, correctement, est-ce que c'est parler comme un blanc? Est-ce que c'est parler comme un blanc? Pour le dire autrement, la langue française est-elle toujours uniquement française ou est-elle aussi devenue une langue africaine? Messieurs, la parole est à vous. Eh bien, moi, je vais commencer, vu que personne ne veut se lancer. La langue française n'est pas nécessairement parlée comme des blancs, puisqu'il faut savoir aussi que le français s'est exporté dans d'autres contrées, notamment en Afrique, du fait de la colonisation. Et de ce fait, la langue française s'est en quelque sorte africanisée. Africanisée, c'est un grand mot, je dirais. Elle s'est adaptée dans les pays où elle est pratiquée, en tout cas, comme langue officielle. Au Sénégal, on a des expressions typiquement françaises qui n'ont aucune signification en France. Au Cameroun, on a aussi... Je ne connais pas de tête comme ça des expressions. Au Cameroun aussi. Par exemple, il m'est arrivé au Sénégal d'entendre l'expression « virguler ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais après m'être intéressé, j'ai compris que virguler, c'était bifurquer, prendre la tangente, aller à gauche ou à droite. Au Cameroun, on a aussi d'autres expressions, comme par exemple « lever le coude ». Quand on parle de lever le coude, un Français, il ne comprendrait pas ce que ça signifie. Lever le coude, tout simplement, veut dire prendre un verre. Aller prendre un verre, vous savez, quand vous prenez un verre, vous allez boire au bar, comme on dit, vous levez le coude. Et donc, quand on dit allons lever le coude, ça veut tout simplement dire allons prendre un verre, allons boire, allons s'amuser. Bon, voilà, donc le français n'est plus exclusivement une langue française, même si les origines veulent que ça soit la France qui soit le pays d'origine. Le français aujourd'hui est devenu une langue qui s'adapte selon les pays. Au Canada, on a d'autres expressions. Voilà la conception en tout cas que j'ai du français. Très bien, merci. À qui le tour? Je t'en prie. C'est une excellente question, mais je pense quand même que c'est une langue latine à la base et que donc par conséquent, oui, c'est une langue de blanc, si je puis dire. C'est une langue, la langue française est une langue de blanc. On peut l'apprendre, on doit l'apprendre pour pouvoir s'émanciper. Je pense qu'il est important aussi qu'on puisse revenir vers nos langues d'origine, au moins qu'on ait une langue commune pour pouvoir s'organiser, parce que derrière la langue, il y a aussi beaucoup d'images. On en parlait la dernière fois, je ne sais plus les termes que tu utilisais, mais la langue, c'est pas simplement le fait de parler, il y a un aspect culturel, il y a un aspect
un peu à l'image des Chinois qui ont aussi leur langue et donc par conséquent leur puissance, c'est important aussi qu'on ait notre langue exclusive pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir vivre à l'image de notre paradigme. Donc tu fais un lien direct, avant de laisser le maître prendre la parole, entre le fait d'avoir sa langue et le fait d'être puissant. Oui, Okay. Complètement. Très bien. La question, c'est est-ce que parler le français de manière soutenue, c'est être un blanc? Voilà, de manière soutenue, c'était la précision. Je réponds par la négative. Parce que, en fait, lorsqu'on parle de manière soutenue, c'est faire la démonstration qu'on a un vocabulaire riche et qu'on peut varier les niveaux de langue. C'est-à-dire qu'on peut avoir un langage populaire, un langage courant et un langage soutenu, voire un langage littéraire. Donc pour moi, c'est pas parler comme un blanc, c'est juste faire la démonstration qu'on a un bagage culturel étoffé, varié, pour ne pas dire profond. Et à ce que je sache, la communauté blanche ou le peuple blanc, ou peu importe comment on l'appelle, n'a pas le monopole de l'intelligence, du savoir, de la connaissance. Donc ça veut dire quoi? Parler comme un blanc, ça veut dire qu'ils sont les seuls à être capables d'avoir un vocabulaire riche, varié, diversifié, avec une pluralité de mots. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est une phrase de complexé, ça. Attention. Vous l'avez déjà entendu, cette phrase, de toute façon. Bien sûr. Bon. Ça dépend, c'est pour ça que Votre je avis, dis... pourquoi existe-t-elle? Il faut faire Quelle attention. Qu'est-ce qu'elle traduit? Je vais revenir un peu rapidement sur ce qui vient d'être dit. Il faut faire attention quand on parle, est-ce que le français est une langue de blanc? Il faut savoir que par blanc, il y a plusieurs langues. Il y a des anglais, il y a des espagnols, il y a des romains. Et pour moi, quand on dit, est-ce que le français est une langue de blanc? En ce moment, moi, je dirais non, ce n'est pas une langue de blanc. Maintenant, si on pose la question de savoir, est-ce que parler un français soutenu est une langue de blanc, je suis d'accord avec ce que mon confrère Mbeko il a dit, ce n'est pas une langue de blanc. Ce n'est que l'illustration, ou en tout cas la démonstration qu'on a acquis un certain savoir grâce à l'éducation, puisque vous le savez aussi bien que moi, tout le monde n'a pas accès à l'éducation comme tout le monde. Vous en avez ceux qui arrivent en France qui ne s'expriment pas du tout en français. Vous en avez ceux qui ne sont même pas venus en France, mais qui s'expriment mieux en français que ceux qui sont venus ou qui vivent sur le territoire français. Donc, partant de ce point de vue-là, si on considère que le français, est-ce que c'est une langue de blanc? Je dirais non. Mais est-ce que parler en français soutenu, c'est la caractéristique des personnes cultivées? Je ne dirais pas éduquer, je dirais cultiver, parce qu'il faut distinguer entre la culture et l'éducation et aussi l'instruction. En ce moment, je dirais oui, ce n'est pas la langue de blanc, mais c'est la langue parlée français soutenue, c'est l'apanage en tout cas des personnes qui sont cultivées. Et dans ce cas, d'où vient cette phrase? C'est un complexe. Moi, les personnes qui m'ont dit, puisque j'ai régulièrement rencontré des individus, des femmes et des hommes qui m'ont dit « T'es un bounty, tu parles comme les blancs ». Avec un peu de recul, j'ai de la peine pour ces personnes. Parce qu'en général, c'est des personnes qui avaient entre 200 et 300 mots de vocabulaire. On est d'accord. Donc c'est rarement des personnes qui ont lu beaucoup de livres, qui ont un savoir assez important, qui m'ont pointé du doigt en disant que j'étais un bounty. En général, c'est des personnes qui oscillaient entre 200 et 300 mots et qui étaient très limitées intellectuellement, du coup très limitées en termes de pensée, et qui, de par le complexe qui est le leur, puisque à travers ma personne, ils avaient le sentiment, à juste titre, d'être limités, nécessairement, ils avaient soit comme position d'être admiratifs, soit comme position d'être indifférents, soit comme position de me repousser et de me dénigrer. Bon, pour certains d'entre eux, ils ont opté pour le dénigrement. Grand bien leur face, je leur envoie des salutations distinguées, des caresses et des bisous, parce que on est rarement médiocre volontairement, on est toujours médiocre malgré soi. Mais ça, c'est des phrases décomplexées. Tu parles comme un blanc. On est rarement médiocre volontairement, on est souvent médiocre malgré soi. Ouais. Ça, c'est une phrase fondamentale, puisqu'elle justement elle revient sur cette problématique, c'est que la médiocrité dans laquelle s'enferment celles et ceux qui voient dans le maniement de la langue française une caractéristique d'ordre racial, ils s'enferment dans une médiocrité, du coup, sans même le savoir. Donc, comment ouvrir les yeux aux nôtres sur le fait que ce qu'ils croient être une liberté, ouais, je t'ai vu, t'as capté, la liberté linguistique, mais n'est qu'en fin de compte, rien d'autre que l'expression d'une médiocrité autodestructrice, ou du moins limitative. Je suis d'accord avec vous.
étant citoyen français, nous on vit en France, on a ce devoir de maîtriser la langue française. Je suis totalement d'accord avec ça. Cela n'empêche dans mon cerveau que pour moi, la langue française est une langue de blanc. C'est pas, ça va pas à l'encontre. Ah non, mais attention. Donc parler français, parler bien français, au niveau de l'image, ça m'étonne pas qu'on le colle à parler comme un blanc. Non, mais moi, je suis en désaccord avec toi parce que rien n'empêche l'autre. C'est-à-dire, maîtriser parfaitement la langue de Molière, pour moi, c'est un devoir. On vit en France, absolument. Ça n'empêche pas de maîtriser le Bambara, le Peul, le Lingala ou le Swahili. Donc, en fait, il faut éviter de croire que c'est l'un ou l'autre. Maintenant, c'est l'un et l'autre. Il faut être excellent dans tout. C'est-à-dire que les petits frères qui disent « t'as capté », pas de problème. Moi, je le dis de temps en temps. Mais il ne faut pas qu'il soit limité qu'à ce mot-là. Il faut qu'il soit en capacité de dire « est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu as saisi ? Est-ce que tu as maîtrisé ? Est-ce que tu as intériorisé ce qui a été dit ?» Donc, moi, je le dis à mes clients. De temps en temps, moi, mes clients, ils ne comprennent pas parce que j'ai des phases un peu ghetto. Mais je leur dis qui peut le plus, peut le moins. C'est ça le maniement des mots. La liberté absolue. C'est de pouvoir parler de manière très restrictive et de parler de manière très enrichie. Être à l'aise devant un ministre, devant un député et parler à un type qui a bac moins 25, qui a arrêté l'école au CP et qui manifestement croit que Césaire c'est une station de métro. Tu parles avec lui, tu es à l'aise. Dans les deux univers. Tu dis Ritz ou tu prends un petit déjeuner à Fleury-Mérogis avec ton client, tu es à l'aise dans les deux environnements. Ça, c'est ça le plus important. Je trouve que ce qu'il y a de plus important quand on parle, c'est quand même d'arriver à ses fins. Et on peut se retrouver parfois face à des situations où oui, il y a des personnes qui ont un vocabulaire énorme, mais qui parlent pour ne rien dire. On a l'impression qu'il n'y a que du vent, qu'il n'y a pas d'objectif. Quand à l'inverse, il y a des personnes qui n'ont pas forcément un vocabulaire super développé, mais qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Je pense même que chez les avocats, ça peut exister. Oula. Totalement. Et effectivement, parce que parler pour ne rien dire, en fait, utiliser des expressions grandiloquentes, moi, je ne suis pas un adepte de ce type de langage. C'est-à-dire que, comme mon confrère l'a dit, en fonction de mon interlocuteur, en tout cas, je vais parler en français facile, la personne que j'ai en face de moi, j'adapte mon discours. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le langage a pour principale fonction la communication d'un message, la compréhension, l'échange. Et donc, il faut pouvoir adapter son discours face à son interlocuteur. Et si on a en face de nous une personne qui a bac moins 0, et que moi, du haut de mon bac plus 14, je commence à utiliser des expressions techniques sophistiquées qui n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de lui dire, je suis en train de perdre du temps. Et je fais, comme tu l'as si bien dit, je parle pour ne rien dire. Pour ne rien dire, en gros, veut dire qu'il ne comprend pas mon message, en fait. Et donc, en ce moment-là, l'intellectuel, ou en tout cas quelqu'un qui a un vocabulaire assez riche, varié et châtié, devrait redescendre de son piédestal et pouvoir utiliser des mots de sorte que son interlocuteur puisse comprendre. Je vais vous donner une anecdote dans notre métier. Nous sommes souvent confrontés régulièrement à des personnes qui ne comprennent pas du tout le français, qui ne s'expriment même pas du tout en français, qui parlent dans leur langage maternel, très souvent des étrangers, quand on fait du droit des étrangers ou même dans le cas d'une procédure pénale. Et on a très souvent recours à des traducteurs. Et donc, pour que le langage puisse, puisque parler déjà le langage juridique, c'est encore un autre langage, il faut être initié. Et donc, on essaye d'expliquer en des mots très simples de quoi il est question, quels sont les enjeux, pour que ce traducteur puisse traduire fidèlement, en tout cas, essaye de faire comprendre à ce client ou la personne on sera amené à défendre, de quoi il est question. Si on commence à utiliser des expressions très techniques, on ne s'en sort pas, on reste là. Et même les magistrats aussi, qui ont souvent un parcours scolaire, professionnel très riche et qui ont souvent une culture, parce qu'il y a des magistrats comme par exemple... Quels sont vos modèles en matière d'éloquence? Si vous en avez? Moi, en tant qu'avocat, à titre personnel, je ne vais pas dire que j'ai des modèles. J'ai participé à pas mal de concours d'éloquence où j'ai obtenu des prix aussi. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. D'accord. Moi, personnellement, mon modèle d'éloquence, c'était ma grand-mère. D'accord. Pourquoi? Parce que ma grand-mère était une femme très religieuse, donc qui chantait, qui priait à l'église, qui s'exprimait devant les gens. Et très tôt, durant mon enfance, elle m'amenait déjà à l'église. J'étais amené à chanter devant du monde. Et c'est comme ça que j'ai pu construire, en tout cas, cette facilité ou cette aisance à m'exprimer en public. D'accord. Et donc, en grandissant,
Je regardais aussi des aînés qui s'exprimaient, pas que des avocats. Il y a des comédiens, des humoristes, des politiciens, plusieurs personnes en tout cas qui exercent un métier oral que j'observais, je regardais et puis voilà. Maintenant... Et aucun modèle public, quoi. Aucun modèle public, je ne peux pas faire la publicité de personnes que j'admire. Il y a Mbeko déjà, qui est un ami et un confrère que j'admire aussi, puisqu'il a une très bonne éloquence et une très bonne élocution. Donc voilà, après, Nelson Mandela, évidemment, parce que c'était aussi un avocat, et quand il s'exprimait, il maniait et châtiait bien les mots, il avait une très bonne élocution. Martin Luther King également. Après, je ne vais pas vous citer d'autres personnes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai comme modèle Jean. Moi, je vais être honnête. Moi, je travaille avec Jean. Donc, on bosse sur des dossiers ensemble. Si je ne le trouvais pas intelligent, pas éloquent, je ne bosserais pas avec lui. Donc, il faut qu'il le sache. C'est pas parce qu'il est noir que je bosse avec lui. C'est parce qu'il est bon et qu'il est brillant. Ensuite, j'ai des confrères que je trouve tout à fait brillants. Je vais parler de Hugues Vigier, qui est un avocat connu. Il y a aussi Yves Le Berquier, Alassane Touré, Nabil Elouchikli, Anne Rossi. Ce sont des confrères et des consoeurs que je trouve bons, justes, éloquents, efficaces, qui vont à l'essentiel, qui sortent pas des phrases pour sortir des phrases. Pour s'entendre parler. Exactement, et qui ont le souci de l'autre. Les femmes et les hommes que je viens de citer, pour les avoir entendus plaider à plusieurs reprises, ils ont le souci de faire passer à l'interlocuteur un bon moment. Et d'aller à l'essentiel de façon à ce que celui-ci ait compris l'ensemble des idées qui ont été promues par celui ou par celle qui prend la parole. Au-delà du souci de communication, c'est fondamental, voyez-vous ou ne voyez-vous pas dans la langue également une arme pour forcer le respect? Souvent, notre communauté, à travers tel ou tel fait divers, se plaint d'être piétinée, de faire l'objet d'un mépris. Or, peut-être qu'à travers justement le maniement, comme vous savez le faire, du langage soutenu, pas forcément technique, mais du langage soutenu avec des tournures de phrases qui impressionnent, peut-être que se trouve là l'une des clés qui permet, sur la place publique, d'installer de manière incontournable un respect qui nous fait jusqu'à présent défaut. Je suis d'accord et en désaccord. D'accord parce que le fait de bien savoir s'exprimer, c'est quelque chose qui est valorisé socialement. Et du coup, les personnes vont te tenir en estime. Et ils vont se dire, cette femme ou cet homme est brillant, il mérite mon respect. Donc là-dessus, je te rejoins. Là où je te rejoins pas, c'est que je prends l'exemple de la communauté chinoise. On a très peu d'intellectuels de cette communauté. On a très peu de leaders qui prennent la parole publiquement de cette communauté. Pourtant, ils sont puissants, ils sont respectés. Respectés, je ne sais pas. Ah, ils sont respectés. Puissants, oui. Respectés. Ils sont respectés. Ils ont été... Aujourd'hui, ils sont respectés. Ils sont craints ou respectés? Les deux. Malheureusement, les deux. Après, le malheureusement, problème les deux ne se situe pas réellement là. Parce que, juste pour rebondir, Jean, je te laisse la parole. Je vois comment les Chinois se comportent en Afrique. Je vois comment ils sont traités dans le 13e arrondissement, c'est-à-dire c'est une puissance économique qui se permet d'écrire en chinois sur les devantures de leur commerce sans que personne ne les stigmatise, sans que personne n'ait rien à redire là-dessus. Ils rachètent les bars tabac les uns après les autres, ils rachètent les restaurants. Ils sont respectés, ils sont craints. Mais ils sont toujours soumis dans leur imaginaire à l'Europe. Il y a toutes les 5 minutes, les Chinois se débrident les yeux et ça non, mais ça c'est lié. C'est une extrême minorité, ça. Ils sont 1,5 milliard. Hein. Après, je n'ai pas les chiffres. Ils sont 1,5 milliard. Hein. Faut pas prendre la minorité qui va avoir des complexes par rapport à l'Occident pour l'écrasante majorité qui fonctionne à la... Il y a débat. Oui, mais... On n'a pas les chiffres, donc il y a débat. Oui, mais on n'a pas les chiffres. C'est un autre sujet. Mais la majorité des Chinois ne vivent pas comme les Occidentaux. On reste sur notre sujet. En fait, la question n'est pas réellement de savoir si, lorsqu'on donne l'opportunité à l'un des nôtres de savoir bien s'exprimer et que l'un des nôtres ne représente pas réellement, en tout cas, tout le potentiel intellectuel en tout cas, qui existe au sein de notre communauté. Vous parlez par exemple lorsqu'on a une interview dans un journal et qu'on va interviewer par exemple une de nos tantines ou un de nos tontons qui a du mal à s'exprimer en français et qu'on se dise que finalement, ah tiens, ces Noirs ne savent pas s'exprimer en français. Et donc sont bêtes. Moi je dirais que le problème, il est ailleurs.
ceux qui contrôlent les médias de grande audience, en tout cas, ce sont les Occidentaux. Et il est évident que les médias en France, en tout cas dans le monde, constituent un réel pouvoir. Et si on ne contrôle pas ce pouvoir-là, ils auront donc toujours la facilité et la faculté de montrer les Noirs qui ne s'expriment pas très bien, nos parents en tout cas, ou nos arrière-grands-parents qui sont venus en France et qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de faire des études et de pouvoir bien s'exprimer en français, de s'exprimer lorsqu'on pose une question d'actualité ou de débat social qui se pose. Et vous pensez que volontairement, je on met de pense, côté... c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Longtemps. Je pense sincèrement que si on invite Beko, ou on m'invite moi, ou on invite par exemple Abdelaziz Omoundé, quand j'entends Éric Zemmour qui passait sur CNews avec Christine Kelly, qui j'estime n'avait pas les armes nécessaires pour débattre d'idée à idée avec Éric Zemmour sur l'histoire. Si on avait invité Abdelaziz Moundé, je vous invite d'ailleurs à aller c'est le regarder. frère, on connaît. Abdelaziz Moundé qui est très cultivé d'un point de vue historique. Pas que si il était invité sur ces plateaux-là, je ne suis pas sûr que Éric Zemmour tiendrait ne serait-ce que 2 minutes dans un débat d'idées avec Abdelaziz Moundé. Et donc la question, comme je le disais, le débat il est ailleurs. Si on invite des Africains... Alors, si je rebondis là-dessus, si je puis me permettre. Où est né Abdelaziz Moundé? Abdelaziz Moundé, il est né au Cameroun, pas à Yaoundé. Voilà. Et c'est pour ça que cette particularité-là, en France, ceux qui sont nés ici, comme nous, elles ne s'observent pas dans la mesure où, comme ça a été dit tout à l'heure, le propre de vivre quand on grandit dans les banlieues dites difficiles, dans les ghettos, on l'appellera comme on voudra, c'est qu'elles sont coupées de la langue française. Une politique d'alphabétisation n'a pas été mise en place. À l'école, on s'assoit, on écoute le professeur, mais à aucun moment on manie le langage. Dans la rue, on parle wesh wesh, et à la maison, on nous parle bambara, soninké, que sais-je. Bon, si bien que, au bout du compte... Je ne suis pas totalement d'accord. Au bout du compte, on ne maîtrise que 300 mots à tout casser. Et c'est pour cette raison qu'on est si peu nombreux, ceux qui sont nés ici, dans les universités, que ne peuvent l'être ceux qui sont, comme vous, nés au pays. Je ne suis pas totalement d'accord lorsque tu dis que, en tout cas dans les écoles, qu'il n'y a pas une réelle volonté d'alphabétisation des populations noires qui vivent en des banlieue. Populations tout court. Des populations noires, en tout cas qui vivent en banlieue, parce qu'il me semble, bon, moi là c'est le juriste qui vous parle, il me semble que l'article 2 de la Constitution dispose que le français est la langue officielle dans tous les services publics. Jusque-là, oui. Langue officielle. On a eu, en 1994, il me semble, la loi dite Toubon, qui a été votée par le ministre Toubon en question. Pas votée, en tout cas, qui portait le projet, en tout cas, la proposition de loi qui a été votée dans ce sens, et qui est venue consacrer, en quelque sorte, l'obligation dans tous les services d'apprendre le français. D'accord. Donc, étant donné que les jeunes de banlieue vont dans l'école publique, où on apprend le français, après, je peux peut-être me tromper, on apprend le français. Est-ce qu'on apprend le français? Est-ce qu'on apprend à manier le français? Alors, maintenant, apprendre à manier le français, moi, par exemple, je suis allé au Cameroun, à l'école au Cameroun. Ce n'est pas à l'école que j'ai appris à manier le français. J'ai appris à manier le français dans mon entourage. On est d'accord, on revient là à dire la même chose. À l'école, on n'apprend pas à manier le français. Moi, j'ai cru entendre, vous avez dit que ce n'est pas à l'école qu'on apprend à manier le français. D'accord. Dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à l'école, on écoute le français, on donne les règles, mais en termes de maniement, il y a un décalage, il y a une illusion linguistique qui se crée. Les jeunes entendent le professeur parler. D'accord. Mais quand eux, ils prennent la parole, ça arrive une fois ou deux quand il s'agit de donner une réponse. Le reste du temps, l'échange se déroule dans la cour de récréation, sauf que vous êtes entre vous, entre pairs, de la même cité. Donc c'est des t'as capté, t'as vu, naïna, etc. À tel point, et c'est là où on en revient à la question initiale, que compte tenu de la ghettoisation socio-raciale que l'on observe en France, le fait qu'on se ressemble et qu'on parle le même langage, on finit par inconsciemment se convaincre que notre langage, c'est notre culture, alors que c'est une prison, et que parler comme celui qui habite dans la zone pavillonnaire, comme celui qui est à la télévision, c'est parler comme un blanc. Donc on se coupe de l'idée même d'exceller, qu'on associe à une couleur de peau. Mais je vais aller dans ton sens, parce que ce que tu dis est vrai, c'est que nous nourrissons nos propres complexes. C'est ça. Et on est responsable des croyances limitantes que nous infligeons à nos esprits respectifs. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi une réalité, c'est que Jean, il a raison. Ils vont pas m'inviter pour débattre face à Zemmour. Ils vont pas me donner une telle tribune. Parce que dans leur imaginaire collectif,
Moi, je suis un chanteur de zouk. Ouais. Ou un livreur de pizza. Ou un vigile. Ou un vigile. La réalité, elle est là. Ils vont pas donner une visibilité aussi importante Oui. au Kirikou que je suis. Alors, moi, je vais être sincère avec vous. Oui. Si vous regardez, parce que, ok, ils ont un monopole, grand public, média mainstream. Maintenant, si on regarde nos initiatives individuelles ici ou là sur l'audiovisuel, sur YouTube et j'en passe. Quand on regarde nos prises de parole, je peux vous assurer que en termes d'éclat, il n'y a pas que des Christiane Taubira ou des Maître Beko. Hein. C'est bien au contraire. On a de quoi ne pas forcément être fier. Donc on va pas non plus tout mettre sur le compte des institutions. Ok, les institutions. Oui, mais moi, je te elles pose jouent une question. leur jeu. Ok. Ils sont pas très nombreux dans notre communauté à être brillants. Mais on va En termes de citer- maîtrise du langage. En termes de maîtrise du langage. On va en citer une quinzaine qui ne sont pas invités pourtant dans les médias mainstream. Maboula, on l'invite pas beaucoup. Toi, on t'invite pas beaucoup. Jean, ils savent qu'il existe. On l'invite pas beaucoup. Régis, on l'invite pas beaucoup. Abdelaziz Moundé. Abdelaziz. Abdelaziz, on l'invite pas beaucoup. Pour quelle raison? Ils savent qu'on existe. Ouais. Parce que quand il y a un fait divers, par contre, ils ont nos numéros de téléphone. Ouais. Donc c'est la preuve qu'ils sont au courant de notre existence. Mais pourquoi ils vont inviter l'imam Chalgoumi qui parle à l'infinitif, qui dit moi pas comprendre, moi être fatigué? Ouais, ouais. Pourquoi il lui donne une tribune? Terroriste. Pourquoi il le laisse parler pendant Terroriste. 10 minutes, 15 minutes? Je l'appelle le terroriste de la langue française. Pourquoi on le met en avant? Non, mais qu'on se mette bien d'accord. Qu'il Donc, y ait une volonté. Il y a une volonté Ça, qui je n'en doute pas. est clairement Mais assumée cette volonté- d'inviter uniquement des artistes qui n'ont rien à dire, Oui. d'inviter uniquement des sportifs qui ont trop peur pour leur contrat, contrat avec leur club, contrat avec leur sponsor, et qui ont 10 mots de vocabulaire. Oui. Par contre, inviter des femmes noires, des hommes noirs, ou même des femmes arabes, des hommes arabes, puissants, berbères, parce qu'il n'y a pas que les arabes, il y a les berbères, en capacité d'élaborer une réflexion, de sortir du cliché, du stéréotype, de Victimaire, la violence victimaire, ils ne veulent pas de ça. Ils n'en veulent pas. Sauf quand ils n'ont pas le choix. Ouais. Quand ils sont contraints parce qu'il y a un fait divers, bon, on va appeler l'avocat. Ah, il s'avère que c'est lui l'avocat. Bon, on n'a pas le choix. Mais ils m'appelleront pas pour débattre d'un sujet de société. Non, mais qu'ils nous tiennent à l'écart afin d'entretenir leur complexe de supériorité. Ça, Voilà. là-dessus, j'ai pas... Donc il faut le dire. Non, mais ça, je le dis. Une fois qu'on Ça, a y pas de compris doute. les règles du mais jeu. ça, à côté, il n'empêche qu'il y a, moi, en tant que formateur en maîtrise du verbe, un fait, c'est que non seulement cet handicap linguistique est majeur et marquant, mais surtout, le fait de le faire comprendre, c'est déjà en soi un combat. Oui. Surtout auprès de la gente masculine, auprès de nos frères, Oui. qui, dès que tu leur dis, mes frères, peut-être que t'amélioreras en français, ça t'aidera, ça t'ouvrira des opportunités, ça te permettra de maîtriser ta pensée, à atteindre le niveau du logos, de l'abstraction, ça te permettra en couple d'être à l'aise, ça te permettra en tant que parent d'éduquer mieux tes enfants. Mais rien que ça, mais je suis face à un mur. C'est Oui, même mais, trois oui, mais, murs. oui, mais parce que faut pas oublier notre contexte historique, culturel et social. Nous sommes les derniers de l'humanité. Notre histoire est remplie de douleurs, de souffrances. Et toi, tu penses qu'avec ton képi, ta pochette, ta jolie cravate et ton sourire frident, tu vas réussir à débloquer les cerveaux des nôtres parce que tu es motivé. Mais Si comment je je fais peux, pour si je débloquer peux, le je cerveau pense des que femmes oui. Comment Et- je fais pour débloquer le cerveau des femmes? Non, et Je au-delà- pense que oui. Non, mais avec les femmes, ça fonctionne. Non, mais Elles nous entendent, ça, non, ce discours. c'est en fait, on parlait des hommes. Si Ouais. tu veux, on peut parler des femmes mais après. c'est parce que- Mais je reviens sur les hommes. Ouais, Je en t'explique particulier les qu'il faut accepter la transition. C'est-à-dire accepter la mutation, que ça va prendre du temps. D'accord. Parce que tu viens avec des éléments qui vont renvoyer des névroses, des complexes, un certain nombre de maltraitances qu'on a vécues à l'école, les moqueries, les brimades. Et tu peux pas demander à quelqu'un qui s'est construit en opposition avec la lecture, en opposition avec le savoir, du jour au lendemain de se dire c'est comme ça que ça se passe. C'est pas possible. Sauf que moi, par exemple, je suis un ancien taulard. J'ai fait 4 allers-retours en tôle. Donc ça, je le mets en avant de mettre en... Oui, mais de tu fais un souligner. transfert. Tu fais un transfert. En fait, tu fais un transfert de toi, de ta personnalité, de ton histoire, de ta capacité, de ta volonté, de tous tes déterminismes qui agissent sur toi, sur les autres. Ça, c'est un mauvais postulat. Parce que toi, en fonction de ton énergie vitale, tu peux des choses que d'autres ne pourront jamais. Et ça, faut l'accepter. Non, mais au-delà même de la possibilité, moi, je parle de l'acceptation du Mais diagnostic. c'est pareil. C'est pareil. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Oui, mais Si le médecin te dit, voilà, tu as telle maladie, Et voilà la thérapie qui s'impose. voilà la thérapie Ouais. qui s'impose. ouais. Il y a ceux qui
Ils disent, ok, docteur, au moins je vais tester le médicament. Et d'autres qui disent, ah non, finalement, je veux m'en sortir tout seul. Non, mais ils refusent même le fait d'être malade. Non, mais regarde, tu vois, tu prends un mauvais exemple. Tu prends un mauvais exemple. Parce que la maladie, Ouais. il y a quelque chose de palpable. Ouais. Quelqu'un qui est entre la vie et la mort, Ouais. on lui dit tu prends ce médicament, Ouais. tu vas t'en sortir, il va le prendre. Ouais. Le langage n'est pas palpable. Lui n'a pas conscience, mais lui n'a pas conscience qu'il est dans une propre prison. Il n'a pas conscience qu'il est limité à 300 mots. Pour lui, il va aux toilettes, Ouais. il va travailler, il a sa femme, il a sa carte bancaire, la vie elle est belle. Mais disons qu'il en Donc, a conscience, sauf qu'il racialise. On Mais en revient donc à la tu peux pas question. faire un parallèle avec Non, la santé, Ouais. je finis, je te laisse la parole, qui du coup, pour le coup, Ouais. c'est visible. Ouais. Quelqu'un qui est en phase terminale, à qui il reste 3 semaines à vivre, il le sent, il le voit. Le corps, il est en décrépitude, son habit charnel, il commence à disparaître, il le palpe. Quelqu'un qui est heureux Ouais. parce qu'il a rencontré sa femme, il a un travail, il a ses potes, il va au bar tabac, il gratte, il gagne un peu d'argent, il en perd beaucoup plus qu'il en gagne. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes avec ton dictionnaire et tes livres? Et puis c'est beaucoup plus complexe que ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer une thérapie générale à toutes les situations. Il faut catégoriser en fait les personnes. Est-ce qu'on s'adresse à des jeunes Oui. sur qui il est encore possible de faire des choses pour que les choses évoluent? Est-ce que ça s'applique à des jeunes adultes ou ça s'applique à des darons, des Moi, je grands-parents? forme des enfants de 15 à 45 ans. Non, mais Non, mais pour j'ai donner bien un compris, exemple. c'est-à-dire que le constat que vous avez fait et la solution que vous proposez, elle s'applique à quelle catégorie de personnes, quelle catégorie de tranche d'âge? 15 à 45. De 15 à 45. Alors, les personnes qui ont 45 ans sont, je ne vais pas dire en fin de vie, mais sont presque en fin de vie. Donc, les objectifs ne sont plus les mêmes. Eux, généralement, ils sont pères de famille et donc les objectifs changent. Leur objectif principal, c'est de subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, de travailler, d'être fatigué. On le voit avec nos parents qui sont vigiles, nos mamans qui sont femmes de ménage. Est-ce que vous pensez réellement, honnêtement, que ces personnes-là vont aller prendre des livres, lire, essayer d'améliorer leur langage et parler, enrichir leur vocabulaire au lieu de prendre ce temps pour se reposer après une dure journée de travail? Parfaitement d'accord. Maintenant, si on prend les jeunes de 15 à 18 Non, ans... on va s'attarder juste sur le premier public, celui-ci, D'accord. celui des aînés. Oui. Dès lors que l'aîné, quand il est malade, il a 40, il a 50, il a 60 ans, il va voir le médecin. Bon, comme vous dites, c'est physique. Donc c'est normal, c'est un appel, je vais dire, biologique. Maintenant, ce même aîné, si vous parvenez à lui faire comprendre que sa maladie, dont il n'a pas conscience, existe et qu'elle lui empêche, et vous mettez sur la table ce qu'elle lui empêche de faire, Oui. éduquer correctement, aimer correctement, parce que le langage, Non, ça se parce déploie. que- À ce moment-là, je peux vous assurer qu'il peut ouvrir ses oreilles. Attention, parce qu'il s'agit d'une question vitale. Vitale, c'est-à-dire que si vous lui faites comprendre que voilà, c'est important pour vous d'avoir un vocabulaire riche qui vous permettra de mieux éduquer vos enfants, etc. L'éducation par la langue française, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est méconnaître aussi l'importance de l'éducation par les langues, nos langues traditionnelles africaines. On peut éduquer aussi nos enfants avec nos langues traditionnelles africaines. Mais maintenant, moi, le diagnostic que je pose, il est le suivant. Des personnes qui sont âgées de plus de 40 ans, qui peuvent aussi éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle, est-ce que vous pensez qu'il est vital pour eux d'enrichir leur vocabulaire? Personnellement, je ne le pense pas. En revanche, les jeunes de 15 à 18 ans, voire jusqu'à 30 ans, on va dire jusqu'à 25 ans, eux, ils ont encore la possibilité de corriger, de changer le tir. Et là, justement, votre rôle, il est important. Notre rôle, d'inciter à la lecture, de s'intéresser au théâtre, de s'intéresser à plein de choses qui existent qui vont permettre justement d'enrichir leur vocabulaire. Et ça leur donnera des outils pour pouvoir exercer des métiers peut-être comme avocat, je le souhaite, journaliste comme vous et plein d'autres métiers. Ça développe le QI. Et ça développera aussi, ça permettra l'acquisition de compétences. Sur eux, on peut faire un travail vraiment important, la lecture et toutes ces choses-là. Maintenant, pour eux, c'est vital. Mais pour les anciens, je ne pense pas que ça soit vital. En revanche, si on dit, bon, pour cette catégorie de personnes, il vaut mieux acquérir des outils linguistiques importants qui vous permettront d'être des meilleurs citoyens, de meilleurs parents et de pouvoir candidater aussi à des postes où l'expression orale est importante. Là, je dirais oui. C'est pour ça que je dis on ne peut pas établir un diagnostic pour toutes les catégories des personnes visées. On peut faire un diagnostic sectoriel
catégorie de personnes par catégorie de personnes, en fonction des objectifs qu'on vise. Et c'est en cela qu'on pourra permettre justement à la jeune génération, dont nos petits frères, d'acquérir de nouveaux mots. Moi, je le vois par exemple avec mes neveux à la maison. Chaque fois que je sors un nouveau mot, ils me disent, mais tonton, c'est quoi? Je dis, ben, je t'ai acheté un dictionnaire, regarde-le, ouvre, tu verras. Mais toi, tu parles un français qui est trop lisse, je comprends pas, des trucs, ça, c'est un tonton qui me le dit, et je comprends qu'avec lui, bon, c'est un peu tard. Et avec lui, on peut pas... Justement, moi, ce critère de « c'est un peu tard », je l'entends de temps à autre. Simplement, on est forcé aussi de se rappeler qu'on est dans un monde en perpétuel mouvement où même le CDI est remis en question. On sait que c'est le turnover où, à tout moment, il faut qu'on soit en capacité, quel que soit notre âge, de se recycler, de se réinventer. Bon. À 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, il est encore possible de se réinventer. Preuve en est, je forme, je le répète, des gens qui ont 40, 45, 50 ans. Moi, j'estime que la problématique concernant celles et ceux qui, arrivés à cet âge-là, ne veulent pas se réinventer, c'est essentiellement, tout simplement, une non-prise de conscience, presque une paresse ou une résignation qui est lourde de conséquences. On l'a vu lors du confinement où l'État a délégué une partie des responsabilités scolaires aux parents en leur demandant de prendre le relais à la maison. Ça a été, beaucoup de parents ont ouvert les yeux, se sont dit « Ah, peut-être qu'il serait temps que plutôt que de passer du temps sur Netflix, je consacre une partie du temps à réouvrir tel Becherel. » C'est-à-dire que la responsabilisation aussi, à mon sens, elle est importante. Considérer que l'âge constitue une barrière et qu'on ne redresse pas les femmes. Il a dit c'est moins de chance. C'est-à-dire que, ah oui, mais moins de chance, c'est évident. Non, on mélange un peu tout parce qu'il ne faut pas qu'on confonde l'éducation et l'instruction. Déjà, ce n'est pas le rôle des parents d'instruire leurs enfants. Instruire dans le sens institutionnel du terme. C'est pas le rôle des parents d'instruire les enfants. D'instruire dans le sens institutionnel. C'est-à-dire que, oui, par exemple, qui a la charge de l'instruction en France? D'accord. C'est le ministère de l'Éducation nationale. J'ai toujours pensé que le premier professeur, ça devait être le parent. Non, mais là, c'est l'éducation. Et dans l'éducation, on peut introduire, on peut mettre aussi l'instruction, mais je parle d'instruction au sens institutionnel du terme. C'est-à-dire que vous avez pris l'exemple du confinement, et vous avez dit, bon voilà, certains parents, ils se sont rendus compte qu'il valait mieux que je passe plus de temps. Pourtant, le ministère de l'Éducation a mis en place des mesures qui permettaient justement aux élèves de pouvoir poursuivre la scolarité à la maison. Avec les outils, les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui existaient. Moi, j'ai vu des enfants qui poursuivaient leur scolarité à distance avec des cours vidéo. Ce n'est pas le rôle des parents de ce point de vue, puisque à l'issue de chaque année scolaire, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui sanctionne en disant, voilà, vous vous êtes admis en classe supérieure ou pas. Nous sommes en train de parler de la maîtrise ou en tout cas l'enrichissement du vocabulaire français qui permettrait aux parents... Pas que le vocabulaire, hein. Moi, je parlais de la grammaire, oui, bon, du français, en français facile, on va dire la maîtrise du français, qui permettrait éventuellement aux parents de mieux éduquer leurs enfants. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais maintenant, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. Je vous ai pris l'exemple, c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas appliquer un diagnostic général, même quand on peut avoir la même maladie, les médecins n'appliquent pas toujours la même thérapie médicale. C'est-à-dire, ils distinguent en fonction de la résistance aux antibiotiques, la résistance au traitement et aussi de la capacité physique du patient à supporter le traitement qu'on lui applique. Une adaptation. Donc, une adaptation. Donc, du coup, quand vous avez parlé de l'évolution du CDI, le CDI, c'est vrai, le français est considéré comme étant une compétence professionnelle depuis 2004, il me semble. Maintenant, est-ce que maîtriser le français pour une femme de ménage ou pour un vigile est une nécessité? Oui. Pourquoi? Quand il s'agit de répondre, d'éduquer ses enfants, quand il s'agit à la maison de déminer ce qu'on appelle... Non, mais je parle dans le cadre professionnel, je ne parle pas dans le cadre de l'éducation, puisque vous avez pris l'exemple du CDI. Vous ne comprenez pas parce que toi... tu es bloqué sur le cadre professionnel, lui il parle de la vie en général. Il dit que c'est quelque chose qui est vital, pour lui c'est quelque chose qui est urgentissime pour l'existence des individus. Donc vous êtes sur deux paradigmes différents. Moi j'ai bien compris ça. Même la femme de ménage, elle a sa collègue. Oui. Les relations humaines sont faites de soleil et de pluie. Mais de moments de convivialité et de moments de tension. Bien sûr. Maintenant, dans les moments de tension, si tu n'as pas les mots pour exprimer ta contrariété, ta demande, qu'est-ce qui se passe? Mais là maintenant, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est une extrême faiblesse, c'est-à-dire une extrême pauvreté du vocabulaire français, donc elle ne s'exprime pas du tout en français? Non, elle ne s'exprime même pas du tout. Elle s'exprime
de manière limitative, c'est-à-dire elle a 300 mots, elle arrive à donner des éléments factuels. Maintenant, de là à avoir une pensée nuancée, complexe, précise, parce que souvent c'est dans l'imprécision que l'interlocuteur s'engouffre dans la brèche, et retourne ce que tu viens de dire à ton désavantage et te fait passer pour un idiot, pour un bébête, pour tout ce qui nuit à ton intégrité, j'allais dire, psychologique. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas l'impact du fait de ne pas maîtriser le français ou n'importe quelle langue, je veux dire, dans l'espace dans lequel tu évolues. Je ne suis pas en train de faire exclusivement la promotion de la langue française. Je vous dis juste que pour prendre possession de sa vie, il est impératif de prendre possession du langage dans lequel tu vis. Et en l'occurrence, la langue française a ceci de particulier qu'elle est extrêmement complexe. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Oui, bien sûr. Bon. Et ce déficit-là... Mais dans tes formations, le public que tu as, c'est lequel? 95% afro. Et dans les 95% afro, 99% des femmes. Âgés de quel âge? Qui ont quel âge? Je répète, de 15 à 40, 47. Mais la majorité. Donc Majorité. comment tu expliques Ouais. le déficit masculin Ouais. à tes formations? Alors, bonne question. Moi, j'explique le déficit masculin sur deux choses. La première, ainsi qu'on l'a dit dans une précédente émission, la culture matérielle, la culture de l'argent pousse bon nombre d'hommes à se focaliser uniquement sur des activités d'ordre physique, faire de l'argent, agir, à tel point qu'ils sont même convaincus que parler, c'est un truc de femme. Ah, c'est un truc de blabla, c'est un truc de femme. Bon, donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire le fait qu'ils soient prisonniers de cette classe sociale et qui, du coup, ne jurent que par le matériel. Deuxième aspect, et là, ça revient au fameux complexe que vous évoquiez tout à l'heure, cher maître, c'est tout simplement l'orgueil masculin. Comment ça, moi, je vais réapprendre ce que je suis censé connaître depuis ma tendre enfance? Hors de question. Hors de question. Là où les femmes sont beaucoup plus pragmatiques, étant donné qu'elles n'ont pas les biscottos, elles n'ont pas le torse bombé pour aller faire le dur avec une barbe ou pas au volant. Mais est-ce qu'il n'y a que de l'orgueil ou il y a peut-être de la jalousie? Ça, c'est le troisième aspect que je ne voulais pas... Après, moi, on dit qu'il n'y a pas de tabou et vous dites que vous ne voulez pas. Non, j'évoquerai aussi. Non, parce que c'est clair. Mais vous êtes prêts à notre piège. Non, moi, je ne peux pas dire ils sont jaloux de moi. Mais pourquoi ne pas le dire? Parce que c'est pas une preuve, j'ai pas écrit sur le front, il est jaloux de moi. Ça m'a été rapporté. Maintenant, je peux vous assurer que vraiment le critère qui domine, c'est l'orgueil. D'accord, mais si on est complet, puisque l'émission s'appelle Les Funérailles des Tabous, et qu'il n'y a pas de faux semblant ni de fausse modestie, il faut dire aussi qu'au-delà de l'orgueil et au-delà du complexe viriliste que vous dénoncez à juste titre, il y a aussi de la jalousie. Peut-être, non mais ça, je n'ai pas la preuve. Non mais ça, j'ai pas la preuve. Mais vous n'avez pas la preuve non plus je peux pas, du contexte viriliste. Si, ça oui. Comment vous pouvez le prouver? Ah si, ils me disent clairement, c'est pas pour moi, c'est un truc de meuf, je m'en bats les couilles, je fais de l'oseille. Si, ils le disent. Le complexe viril, ils le disent. Mais on vous dit pas aussi pour qui vous prenez? Honnêtement, non. On vous dit pas aussi de toute manière. Non, sincèrement, ça m'est rapporté. Ah, d'accord. Ça m'est rapporté. On m'a jamais dit frontalement, ouais, mais toi, tu fais le beau, ouais, mais toi, tu l'as. On m'a jamais. Ça me rapporte ici ou là. C'est pour ça que je l'ai pas pris en considération. Ce que je sais, c'est que l'orgueil, c'est quelque chose de très marqué. C'est la jante masculine afro, où en plus, on est entretenu dans cet orgueil-là. Mais bon, j'ai une question à vous poser. Oui. Après, on va conclure. Après, on va conclure. Et on va inverser un peu le rôle, c'est nous qui posons la question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ta communication? Oui. S'il y a un problème dans ma communication? Je m'explique. Est-ce que dans ta manière de promouvoir ton service, manière de promouvoir ton talent, et le don qui est le tien, tu n'as pas trouvé la bonne approche et la bonne accroche pour parler au public homme, en expliquant qu'est-ce que ça peut leur rapporter au quotidien? Est-ce que tu n'as pas peut-être une approche qui est beaucoup trop séductrice à l'endroit des femmes et pas assez séductrice à l'endroit des hommes? C'est une question que je pose parce que excellente question. Moi, j'ai vu un peu ce que tu proposes. Je me suis renseigné sur l'afro-noblesse, comment tu présentes un peu les choses. Je trouve que tu as une communication qui est très brutale et qui du coup peut freiner les hommes qui initialement seraient intéressés, mais qui se retrouvent à être un peu stigmatisés parce qu'ils sont dans la musculation, parce qu'ils sont pro-Booba, parce qu'ils sont pro-Caris, et ils se disent « Ah non, vas-y, pourquoi? Mais non, vas-y, c'est bon, encore l'autre, il fait l'intello. » Donc, peut-être que la présentation de ton ministère n'est pas appropriée au public masculin. Alors, s'il y a des choses à revoir, je sais que je ne suis pas parfait. Maintenant, en termes de présentation personnelle, je mets régulièrement l'accent sur mon vécu, et le fait que
compte tenu de mon passé, je peux mettre les pieds dans le plat et être frontal. Deuxième chose, les frères qui sont nés à l'étranger, eux me sollicitent. C'est pour ça que je dis que c'est un problème purement masculin, je veux dire, de France. C'est le côté thug, bah les couilles, c'est pas tant ma personnalité. Oui, je vois. C'est vraiment pas tant ma personnalité. Alors il y a peut-être il y a des éléments, mais c'est surtout non, bah les couilles, non, je me bats les couilles. Et c'est là où je renvoie ça à tout un complexe d'infériorité, mais qui se cache derrière, d'un côté la victimisation et pire encore, le culte de I don't give a fuck, c'est-à-dire le culte de du cool attitude, le culte de je fais pas d'efforts. Je m'en bats les couilles. Quoi. Voilà. Parce que moi, Oui. j'ai un public masculin Ouais. que j'accompagne, qui pour le coup est demandeur, parce que moi je leur dis, tu veux devenir Jay-Z, c'est dans ton intérêt de maîtriser tel ouvrage, tel livre, tel concept. Tu veux devenir éventuellement un investisseur de renom, Ouais. c'est dans ton intérêt de travailler sur ça, de travailler ton éloquence, de travailler la maîtrise du verbe, la maîtrise des silences, la maîtrise du déplacement. Donc, les hommes, moi, j'arrive à leur parler. J'arrive à les convaincre. Parce que justement, je sais où est-ce qu'il faut appuyer pour leur dire, c'est dans ton intérêt. Tu as une ascension, tu veux monter, tu dois nécessairement passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que la communication, c'est important. Parce que moi, je suis en contact avec le public dont tu parles. Puisque c'est un public de taulards, un public de mecs qui sont sortis de prison. Donc, c'est ma clientèle qui me demande, maître, apprenez-moi à parler comme vous. Moi aussi, je veux maîtriser la langue de Molière. Eux, les taulards, ils ont conscience par contre. Directement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés face à des institutions où le langage leur a manqué. Il ne faut pas se dire, ouais, ça Donc tapé. tu te contredis, tu dis Non. tout à l'heure que les taulards ils t'esquivent et finalement Non, tu dis pas qu'ils les comprennent. taulards. Je parle des frères de la street. Mais c'est Pas une- ceux, pas Non, ceux pas qui les sont taulards. sortis Ouais. tôt, où là, clairement. Mais ce public-là, les autres- il est nombreux en plus chez nous. Hein. J'ai pas dit qu'il est pas nombreux. Pour le coup, il est nombreux. En tout cas, on constate qu'au niveau de la masse, il y a un problème. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Au niveau de la masse, il y a un problème. Hélas, on aurait pu poursuivre. On doit écourter, l'échange. on doit écourter les funérailles des tabous. Mais Mais on a Mais vu ça que les sera tabous, de avec- temps en temps, on avait du mal à les crever, les tabous. tous les tabous seront sur la table. Tous les tabous seront crevés avec délicatesse. Notre objectif, vous l'avez compris, ce n'est pas de faire de faux semblants, ce n'est pas non plus de gêner qui que ce soit ni de froisser. C'est simplement de comprendre que pour progresser, il y a une condition sine qua non, c'est l'autocritique. L'autocritique constructive, c'est fondamental, c'est un moteur. Et à cet égard, on a pris, moi ainsi que mes camarades, ou plutôt mes camarades et moi, l'initiative de répondre à l'appel de France Fanon, à savoir, eh bien, faire renaître notre communauté ou participer à sa renaissance par l'excellence. Les funérailles des tabous, pour aujourd'hui, c'est fini. On vous dit à très bientôt.